Donc une très très belle table ronde bien normande en fin de journée. Alors le thème de cette table ronde, éco-construction, quelle solution pour quelle performance éco-construction, on va peut-être repartir un petit peu juste sur la notion, sur le terme, parce que c'est quand même une définition qui a évolué dans le temps. Dans les années 60, on était plutôt sur du bioclimatisme, des démarches d'utilisation de matériaux écologiques, et c'est une définition qui petit à petit a évolué. Donc il est important de rappeler que ces évolutions, ça a été des normes, ça a été des réglementations, ça a été la prise en compte de nouvelles problématiques, de chocs pétroliers. À l'heure actuelle, aujourd'hui, deux grandes thématiques sur les performances. C'est évidemment la performance énergétique, que l'on connaît en construction neuve, en rénovation, et nous allons vers la performance globale. On est en train de travailler à la future réglementation, qui sera une réglementation transversale, qui s'appelle la réglementation bâtiment responsable 2020-2050, où on part de la performance énergétique, performance environnementale, santé et sociale. Et donc, à l'heure actuelle, deux leitmotivs pour le secteur, la performance énergétique et la performance sur les matériaux, l'énergie grise. Alors, une très très belle table ronde avec la présence de Joséphine Counil, donc chargée de mission profession bois, Valérie Egloff, vice-présidente en charge du développement durable de la CODA, Philippe Andreu-Sabater, directeur commercial de Bouygues Bâtiment Grand Ouest, Arnaud Debauve, délégué régional Calibat, Yvan Droinet, dirigeant de PME et administrateur de la CAPEB, Pascal Lemoine, dirigeant des Charpentiers du Pays d'Auge et représentant la FFB, et Mohamed Douadji du groupe La Poste. Et on va commencer par Philippe. Dans un grand groupe comme Bouygues, plutôt d'une culture béton, comment l'éco-construction s'est intégrée dans vos offres, dans vos réflexions? Alors, je vais commencer par faire une remarque. Ce matin, vous avez vu, on était plutôt dans la promesse, le rêve, la ville de demain, et puis cet après-midi, on est plutôt dans le concret, le terre-à-terre. Donc ça tombe bien, parce que moi, je vais vous parler de ce que nous avons réellement réalisé en matière d'éco-construction. Alors, pour répondre à votre question, la prise en compte de l'éco-construction chez Bouygues Construction est issue de la prise en compte du développement durable, donc de manière plus globale. En 2006, le groupe lance la démarche Actitude, qui visait la prise en compte du développement durable dans notre activité de constructeur. Cette démarche s'inscrit sur 4 axes et 12 engagements et comprend 22 actions. Donc c'est genre agenda 21 pour les collectivités. Parmi les 4 axes, il y avait bien entendu l'axe environnement et construction durable. Alors le groupe s'est intéressé à la construction durable, bien entendu par intérêt stratégique pour son business. Si vous ne répondez pas à la demande d'un marché, vous disparaissez de ce marché, c'est clair. Mais le groupe s'y est intéressé aussi et surtout parce qu'il partage le même diagnostic de la nécessité de préserver les ressources naturelles et de contrer le réchauffement climatique. Alors, à titre d'exemple, comme en termes d'éco-construction, je vais faire un zoom sur le bois. Donc, comme chacun sait, le bois permet d'améliorer le bilan carbone dans la construction. Alors, chez Bouygues Construction, le bois a été pris très au sérieux il y a plus de 5 ans. Donc, par la mise en place d'un pôle technique du bois, la création d'un réseau de référents placés dans les différentes filiales France, un programme de recherche et développement spécifique au bois, ce qui induit une dynamique de l'innovation, des partenariats avec des fabricants comme Techniwood et Ossabois, des partenariats avec des bureaux d'études, et puis donc nous avons répondu à des consultations, des concours, et nous avons maintenant plusieurs dizaines de références en France. Alors parmi ces références, je vais vous parler du collège de Clisson, et on peut peut-être lancer la vidéo. Elle va arriver. Alors, le collège de Clisson, c'est un collège 500 qui a été construit en Loire-Atlantique et qui a été réalisé avec des modules 3D en structure 100% bois.
Ce mode constructif a été retenu par le département de Loire-Atlantique pour répondre à l'augmentation forte des effectifs de collégiens liée à l'augmentation de la démographie, puisque le département gagne 12 000 habitants par an. Donc nous étions à la recherche d'un mode constructif qui nous permette de faire évoluer les capacités de nos bâtiments à la hausse ou à la baisse sur quelques salles de classe et qui nous permettent même éventuellement le transfert total ou partiel de bâtiments sur un autre site. Nous avons également maintenu nos exigences qui sont valables en construction traditionnelle, à savoir la qualité architecturale, mais aussi le respect du référentiel des collèges, donc les tailles de classe, les fonctionnalités, mais aussi le respect de la réglementation thermique, qui est plus ambitieuse que la réglementation thermique en vigueur, aussi la qualité acoustique du bâtiment, les réglementations sismiques. Donc c'est l'ensemble de ces exigences qui nous ont conduit également à retenir la procédure de conception-réalisation qui nous permet d'associer très en amont un architecte avec un groupement de réalisation et donc de parvenir à la conjonction de toutes ces exigences techniques et de parvenir à ce résultat. C'est une prouesse technique puisqu'en 12 mois, on réalise un projet qui constitué par 98 modules fabriqués en fabrication semi-industrielle. C'est une construction brevetée du concept domino qui nous permet de réaliser des modules de très grande longueur, assemblés 2 par 2, assurant ainsi des salles de classe qui iront de 60 à 80 mètres carrés. On a réussi à s'adapter au contexte local puisqu'on a un groupement de 7 entreprises locales qui nous apportent le savoir-faire régional des corps d'État qui vont de la construction bois jusqu'à la peinture en passant par l'étanchéité et la réalisation des placos. On se trouve à moins de 3 km de l'emplacement du collège définitif. C'est intéressant pour nous en termes de transport. Pour être le plus efficace possible, on est parti sur une méthode industrielle qui s'appelle le Lean Management et qui nous permet de séquencer les tâches pour que chaque tâche puisse avancer à la même vitesse et qu'on n'ait pas de gâchis ni de gaspillage entre les tâches. Cette méthode nous permet d'avoir une cadence de production élevée puisqu'on produit 2 modules par jour. La volonté était de réaliser un collège modulaire, mais malgré tout, nous, en tant qu'architectes, nous avons souhaité que le collège de Clisson soit un collège comme les autres et les mêmes agréments. On trouvait intéressant qu'à l'étage, on ait des éléments bâtis qui viennent en saillie vis-à-vis du parvis de l'entrée du collège ou en saillie vis-à-vis de la cour de récréation pour notamment former un préau pour cette cour. Et donc on a, je pense, intelligemment travaillé avec tous les partenaires, architectes, ingénieurs, pour réussir donc à créer ces nouveaux types de modules. À force de travailler sur ce principe constructif modulaire et de développer, on va dire, notre alphabet, notre nouvel alphabet constructif, nous avons donc développé ce que l'on appelle des modules en porte-à-faux, donc pour l'étage vis-à-vis du rez-de-chaussée. Cet apprentissage de ce nouvel alphabet nous a permis de concevoir des modules comme si on avait réussi à créer des mots, et en développant donc cet alphabet, nous avons finalement réussi à en faire des phrases, et en faisant des phrases, nous avons réussi à donner du sens à la construction. La réussite de ce chantier n'aurait pas été possible sans un travail d'équipe qui a été réalisé au sein du groupement de conception-réalisation. Voilà, donc on voit sur cet exemple que le bois est un procédé constructif pouvant être utilisé sur des constructions publiques d'une certaine importance. Donc c'est un matériau qui n'est pas du tout ni bucolique ni anecdotique, et en l'occurrence, il répond à l'ensemble des exigences réglementaires. Merci Philippe. J'ai encore une vite fait. Ah, Voilà, donc oui, je dis 2 mots du mode constructif qui s'appelle Domino. Donc c'est un concept technique que nous avons utilisé. Ça s'appelle module Domino, qui est une solution préfabriquée en bois, fabriquée sous licence industrielle détenue par la société Domino. Voilà. C'est bon Philippe.
Joséphine, donc Joséphine Counil, tu fais partie de Profession Bois, l'Interpro du bois. Il serait peut-être intéressant de nous dire un petit peu ce que représente le bois. Est-ce que c'est une filière? Est-ce que c'est une filière locale? Quelle est sa taille? Oui, donc Profession Bois, c'est l'association qui représente la filière forêt-bois en Basse-Normandie. Au sein de cette association, il y a les sylviculteurs, les scieurs, les artisans, les concepteurs et les constructeurs qui sont réunis et qui travaillent ensemble pour développer la filière de façon durable et qui fait en sorte qu'elle participe au dynamisme et à l'économie régionale. Donc, je sais pas si ça marche. Attends, Joséphine, passe-moi le... Voilà, ça sera plus simple. Bouge pas, t'inquiète. Je m'en occupe, tu présentes. Donc voilà, là c'est nos principales missions qui sont décrites ici. Donc au sein de Profession Bois, donc il y a les acteurs que je viens de citer qui sont réunis. Et notre mission, c'est de valoriser la gestion durable des forêts, de faire la promotion des produits bois au niveau régional et également de renforcer les compétences et l'emploi dans la filière régionale. En termes d'emploi, ça représente combien de personnes à peu près? Oui, donc j'ai oublié de préciser, donc en Basse-Normandie, la filière c'est 14 500 salariés et 3 000 entreprises. Donc ce qui n'est pas négligeable. On considère qu'au niveau national, la filière bois en moyenne c'est 2% de l'emploi et en Basse-Normandie c'est 3%, donc c'est un chiffre qui est vraiment intéressant. Et tes liens avec les collectivités, qu'est-ce que Profession Bois peut apporter comme solution aux collectivités? Donc avant de... Donc là juste petite pause dans la présentation. Juste avant, donc vous avez vu une carte de la Normandie avec les scieries et la forêt du territoire. Donc on peut observer que c'est vraiment une filière qui est répartie sur l'ensemble du territoire. On a aussi bien des scieries de résineux que de feuillus, que de bois mixte, on va dire. Et la forêt normande, c'est essentiellement de la forêt privée, donc qui est très morcelée, très diffuse sur le territoire, donc à plus de 80%. Et le reste, 20%, c'est de la forêt publique. Et cette forêt est certifiée à 50% PEFC. Donc PEFC, c'est une certification qui garantit que les bois donc, que vous utilisez soit en construction, soit après qu'ils aient été transformés en papier et en carton, soient issus d'une forêt durablement gérée. Donc voilà, c'est une certification qui permet de garantir cette gestion durable. Voilà sur la ressource. Donc ce que peut faire Profession Bois pour les collectivités? En fait, la filière a mis en place un service gratuit de prescription bois. Donc c'est un service qui est à destination de toutes les collectivités. Donc en Basse-Normandie, c'est moi. Ce service, donc ça vous permet de répondre à toutes les questions sur le matériau bois en vous donnant des solutions techniques ou en vous informant sur les différents produits en bois local. On peut aussi montrer des références et voilà, des projets en bois local qui correspondent à votre projet. Et enfin, on peut vous mettre en contact avec un réseau de professionnels compétents. Donc là, c'est un petit projet, mais c'est un abri à moutons donc, à Le Désert que j'ai accompagné. Et donc, j'ai informé sur la ressource locale et les scieurs qui étaient capables de répondre à la demande. Et sur la ressource locale, et donc aussi sur les caractéristiques du bois, où l'utiliser au bon endroit et quelle essence. Ce qui fait que on a les compétences et les produits locaux qui ont participé à ce projet, qui ont été confrontés, et ça a permis d'élaborer un projet en lien avec le territoire et intégré sur ce territoire. D'accord. Et dans l'avenir, la place du bois, tu la vois comment? Comme tu disais tout à l'heure, la construction, ça va de plus en plus vers une construction qui est très performante en termes de consommation énergétique à l'usage.
Et donc, bientôt, la part de l'énergie nécessaire à la mise en œuvre des matériaux dans la construction va prendre de plus en plus d'importance. Et le bois, par rapport à d'autres matériaux de construction, il a une énergie de transformation et de mise en œuvre qui est vraiment très basse quand on compare au béton ou à l'acier. Donc voilà, ça a vraiment un matériau d'avenir dans le secteur de la construction. D'accord. Philippe, un exemple pour quelqu'un du béton? Oui, là, ça peut être. C'est vous qui passez, Pierre, c'est ça? Oui. Allez, allons-y pour. Donc voilà, effectivement, un autre exemple. Donc là, je vais vous parler d'une opération qui est en cours de réalisation à 2 pas d'ici, puisqu'elle est à Colombelles. Donc il s'agit de la construction de 37 logements sociaux pour un bailleur social qui s'appelle les Foyers Normands. Voilà. Donc toujours sur le thème du bois, cette opération propose une solution mixte bois-béton. Donc c'est une solution qui est issue de notre recherche et développement avec TechniWood, que j'ai déjà présenté précédemment. Et parce qu'effectivement, au sein du groupe, nous pensons que les solutions mixtes offrent une synthèse, une excellente synthèse, même on pourrait dire, sur les performances de structure, d'acoustique, de thermique et de bilan carbone. Donc sur cette opération, les façades sont constituées de panneaux rideaux 2D, fabriqués en usine et livrés finis, avec notamment la vêture posée en face externe. Donc l'originalité qui avait d'ailleurs fait l'objet de la R&D est que les panneaux sont intégrés au cycle du gros œuvre. Et ils sont donc conçus pour constituer le coffrage des planchers. Diapo suivante. Donc voilà, je ne détaille pas, ce sont les schémas des modes opératoires. Diapo suivante, voilà. Alors l'éco-conception, c'est aussi mutualisé pour construire moins de surface. Donc l'opération de Colombelles est tout à fait originale également sur ce registre, puisqu'elle propose des équipements et services partagés, donc une terrasse, une buanderie, des logements d'accueil pour les visiteurs. Il est également probable qu'une voiture électrique soit proposée en partage aux résidents. Et puis voilà, vous avez quelques vues du chantier qui ont été prises cet été. Donc voilà, Pierre, pour ce plaidoyer en faveur du bois. D'accord. Joséphine, d'autres exemples sur le territoire normand de mixité, bois-béton, bois-métal? Oui, en fait, je ne vais pas montrer vraiment un exemple concret, mais en fait, je vais présenter les résultats d'une étude qui a été faite en Poitou-Charentes et qui montre qu'il y a peu de différence finalement en termes de prix avec les nouvelles réglementations et les nouvelles performances demandées aux bâtiments. Notamment quand on regarde les bâtiments RT 2012 ou passifs. Donc là, il n'y a pas la présentation, donc vous ne pouvez pas trop Elle voir. arrive. Mais on remarque qu'en fait, le lambda, si on compare avec la brique ou le béton, il est vraiment, il n'y a quasiment pas de différence. Et ça montre que vraiment maintenant, sur le paysage, le bois peut faire sa place sur les bâtiments actuels. Donc voilà, je ne sais pas si on voit bien, mais en fait, donc vous avez à gauche les comparaisons d'une maison de plein pied, donc en bois, en briques et en béton. Donc à gauche, c'est RT 2012, donc on voit qu'il n'y a vraiment pas grand-chose de différence au niveau du coût du bâtiment. Et à droite, c'est... Bon, donc ça augmente en prix global, mais quand on compare, les prix sont équivalents. Et voilà. Donc là, c'est la même chose sur... Ah bon, c'est le même modèle, je sais pas. Précédent, suivant. Ouais. Bon, ça marche pas. Ah, voilà. Donc là, c'est une autre comparaison sur des extensions et des maisons accolées. Donc là, encore une fois, on voit que même si le parpaing est un petit lambda de 2% en dessous, au final, voilà, si on compare sur la performance, les prix sont équivalents. Et enfin... vous avez donc des projets de maisons accolées. Donc là, c'est pareil. Les prix sont équivalents et un peu moins chers pour le parpaing en RT 2012. Et en passif, on voit que le bois
la maison en bois est moins chère que celle en parpaing ou en briques. Donc voilà, c'était pour un peu... parce que souvent, moi, quand je parle à des professionnels ou des bailleurs sociaux, on me cite le surcoût du bois de 15%. Et là, on a enfin des chiffres qui montrent que ce n'est pas vrai si on regarde en termes de performance et si on compare des bâtiments équivalents. Donc ensuite, les atouts du bois. Donc le bois, c'est un matériau qui a des caractéristiques mécaniques intéressantes. En Basse-Normandie, l'essence majoritaire, c'est le chêne. Et son avantage, c'est qu'il est bon en compression. Donc le chêne, c'est très intéressant en poteau, par exemple. En Lorraine, il y a un proverbe qui dit chêne debout et sapin de transfert peut tenir l'univers. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on peut retenir sur le bois. Ah non, il ne faut pas avancer. Ensuite, le bois, c'est intéressant en termes de dialogue avec l'extérieur. Donc là, j'ai mis un exemple de bâtiment en bas à gauche du bois dans la nature. Donc c'est quelque chose qui peut être intéressant en termes d'esthétique. Ensuite, c'est un matériau qui est isolant, donc 6 fois plus isolant que la brique et 15 fois plus isolant que le béton. Donc en termes de performance thermique, c'est un matériau qui est vraiment très intéressant. Et enfin, en termes de changement climatique, l'avantage non négligeable du bois, c'est qu'il stocke du CO2 et donc il a une émission de carbone entre guillemets négative si on le compare avec les autres matériaux de construction. Et puis le bois, c'est tout terrain. Donc là, je vous ai montré un exemple vraiment qu'on est fiers de montrer. C'est un refuge sur le pic du Goutet. Sur le refuge du Goutet, sur le Mont Blanc, qui a été préfabriqué et monté par hélicoptère. D'accord, voilà. C'est un exemple tout bien est possible local. avec le bois. De toute la diversité de notre région. Ok. Et voilà, je vous remercie. Et puis pour rappel, la COP 21, c'est cette année, donc... D'accord, merci. On est... Yvan, le chantier qu'a présenté Philippe à Colombelles ne t'est pas inconnu, il me semble. C'est ce que tu m'as dit. Oui, tout à fait. Nous l'avons découvert lors de la préparation. Donc effectivement, je suis administrateur de la CAPEB, mais je suis aussi gérant de 2 entreprises. Une qui est basée à Cormel-Royal qui s'appelle Marie et Fils, et l'autre dans le Pays d'Auge qui s'appelle Jacques et Marie. Donc nous sommes très fiers de participer à un programme aussi innovant que celui qu'a présenté la très belle entreprise qui est Bouygues, et nous sommes d'autant plus fiers que nous sommes un petit acteur local pour une petite entreprise de 10 personnes. C'est très intéressant de pouvoir parler de ce genre de choses-là. Donc nous participons principalement sur la partie plomberie, chauffage et ventilation, qui représente quand même un programme intéressant. Alors je tenais à vous présenter aussi un autre programme, mais avant de vous présenter ça, je voulais vous dire que c'est quelque chose que nous défendons aussi au sein de la CAPEB. Nous avons réussi à décrocher ce projet-là parce que nous sommes présentés sous forme de GIE, de groupement d'entreprises, qui ont permis d'adresser des marchés plus gros en partant d'entreprises de très petite taille. Donc voilà, c'est quelque chose que nous voulons mettre en avant aussi par ce biais-là. Ce que vous voyez là, c'est un autre exemple d'une très belle réalisation que nous venons de terminer il y a quelques mois. Le bâtiment a été inauguré à la rentrée. Donc il s'agit d'un gymnase basé à Saint-Pierre-sur-Dille, dans le Pays d'Auge, où vous verrez dans la diapositive suivante, il y a un très grand gymnase qui est celui-là et une petite salle pour arriver à faire tous les sports dans cette salle-là. Ce que vous voyez au plafond, ce sont des grands radiateurs en blanc. C'est quelque chose d'assez innovant. Ce sont ce qu'on appelle des panneaux rayonnants qui diffusent une température assez basse vers le bas, bien évidemment, puisque c'est isolé haut pour que la chaleur n'aille pas vers le haut du bâtiment. Et c'est quelque chose d'assez récent et qui remplace tout ce qu'on avait avant dans les anciens gymnases avec ce qu'on appelle des radiants gaz qui propulsaient une chaleur assez puissante mais pas aussi confortable que celle-là. Une autre innovation qu'on a mis en place dans ce bâtiment-là, et c'est une des premières fois, c'est que nous avons des planchers chauffants d'une très grande superficie,
de près de 600 mètres carrés, qui permet de faire des économies d'énergie aussi et éviter des coûts liés au vandalisme, notamment pour des pièces qui ne sont pas apparentes. Là, vous voyez la chaufferie aussi, et sur la diapositive suivante, vous voyez que nous avons réalisé une très belle chaufferie. On est d'autant plus fiers que pour une entreprise de 9 ou 10 personnes, nous réalisons des installations qui sont dignes d'une très belle entreprise de taille beaucoup plus importante. Autre chose aussi à signaler, le chauffage est un chauffage gaz à condensation d'une très grosse puissance qui était surtout nécessaire parce qu'il y a 24 douches dans le gymnase et ça demande une puissance de feu assez importante pour servir tout le monde en même temps. Pour votre information, nous sommes en train de commencer un autre chantier de ce type-là, où on va encore plus loin dans l'innovation, puisque dans la salle principale maintenant, on va utiliser un nouveau concept qu'on appelle dalle active, qui est quelque chose qui est intégré directement dans la dalle béton et qui permet de faire des économies aussi substantielles, non seulement au niveau de la consommation, mais aussi au niveau de la construction du bâtiment. Donc, je vais un petit peu parler de la CAPEB, qui m'occupe aussi un petit peu, si vous voulez bien passer au slide d'après. La CAPEB représente un très grand nombre d'adhérents, puisque nous représentons surtout les petites entreprises. La plupart font moins de 20 salariés, et ça représente en fait 99% du nombre de salariés au sein de ces entreprises-là. Donc au sein de la CAPEB, nous défendons aussi un programme qui s'appelle l'OPA, donc Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat. Vous verrez sur les diapositives d'après que nous travaillons en lien très étroit avec les collectivités pour proposer des solutions qui permettent à des propriétaires immobiliers de rénover, de requalifier, de réhabiliter toutes leurs habitations à partir de subventions qui sont données par l'État, par les collectivités. Et ces programmes-là sont pilotés par un certain nombre d'opérateurs, dont vous verrez quelques noms. Anciennement, ça s'appelait Primaract. Donc voilà, il y a déjà un certain nombre de programmes qui sont en cours, notamment sur les villes de Falaise, Condé-sur-Naro et Vire, et nous sommes actuellement en discussion avec la ville de Caen pour rénover un certain nombre de bâtiments qui datent de l'après-guerre. La reconstruction. Parce que en préparation de cette table ronde, vous aviez quelques demandes aussi vis-à-vis des collectivités. Il est évident que dans mes deux entreprises, par exemple, nous faisons beaucoup appel à des solutions d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, on en voit peu au niveau des collectivités, donc on commence à voir des choses arriver dans les constructions neuves, mais dans la réhabilitation, les choses n'avancent peut-être pas aussi vite que ce qu'on voudrait. Il est certain aussi que tous les programmes actuels de mise aux normes pour les normes handicap et autres vont prendre une grosse partie des investissements qui ne vont pas aller pour la rénovation énergétique des bâtiments, et c'est un petit peu dommage. C'est ce que nous essayons de défendre pour nos adhérents aussi, et on a un petit peu de mal. Des questions sur l'allotissement aussi? Non. Oui, nous essayons aussi, comme je l'ai dit, on a donné un exemple de favoriser le travail en groupement d'entreprise au sein de nos adhérents. C'est une thématique que nous mettons en avant pour essayer de faire avancer les choses. Ça prend du temps, mais nous y arriverons petit à petit. Oui. D'accord. Pascal, tu souhaites intervenir pour la FEDE? C'est le même demande, c'est convergent? On est convergent, on a les mêmes problématiques, hein, donc on est aussi avec des entreprises alors de différentes tailles, hein, évidemment. La Fédération du Calvados a aussi un tissu artisanal important. Moi, j'ai une entreprise qui a 10 personnes, donc on est sur les mêmes problématiques. L'allotissement, c'est l'idée, quand c'est faisable, d'avoir des lots bien distincts, de pouvoir faire un allotissement pour que les TPE et PME puissent y aller, puisqu'il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas réaliser ces travaux-là, puisqu'on a la compétence dans nos entreprises, quoi qu'on pourrait en penser. Moi, j'aurais voulu aussi parler de quelque chose qui nous tient à cœur, c'est la lutte contre les offres anormalement basses, parce qu'on sait bien que dans le contexte actuel, on a tous besoin de resserrer les boulons, comme on pourrait dire, hein, donc de faire des économies. Le problème, c'est que c'est souvent au détriment de la qualité, mais c'est souvent aussi sur des travailleurs détachés qui sont pleinement frauduleux.
et qui engage plein de problématiques derrière, puisque sur les décennales et sur, comment dirais-je, le service d'entretien qui ne sera pas forcément, comment dirais-je, assuré. Donc ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'un travailleur détaché qui vient donc évidemment de pays de la communauté européenne comment dirais-je, va empêcher d'employer des salariés locaux, hein, du tissu local. C'est en gros 17 000 € de charge en moins et le double quand il faut payer des salariés français au chômage. Donc ça fait quand même des sommes très importantes et qui reviennent de toute façon à charge de la collectivité. Donc là c'est vraiment, on demande aux collectivités locales et territoriales, quand ils ont un marché à l'étude, de faire très attention sur la détection de ces offres anormalement basses, qui sont pas forcément une économie, qui sont quasiment jamais une économie au final. Et puis un autre point, c'est sur l'avance, comment dirais-je, des marchés, sur les marchés. La loi autorise actuellement à pouvoir avoir une avance d'au moins, enfin de versement en acompte d'au moins 5%. Il faut savoir que les entreprises, avec les nouvelles lois de LME, comment dirais-je, qui imposent une réduction des crédits fournisseurs, hein, et qui n'ont pas été, comment dirais-je, qui pénalisent les entreprises parce qu'on a souhaité, nous, tous garder nos salariés, évidemment. Hein, des salariés qui sont compétents et qui sont formés, on ne va pas les mettre à la porte du jour au lendemain. Donc, si c'était possible de nous aider de façon volontaire en faisant des avances de 20 ou 30%. C'est une demande hein, qui est faite, puisque ça permettrait justement d'aider les entreprises dans leur trésorerie. Et c'est vraiment le mal que l'on a actuellement, c'est que tout notre argent est dehors et qu'on a énormément de mal à le faire rentrer, et on n'est pas aidé au niveau des crédits fournisseurs. Merci. Alors Yvan a soulevé, tu soulevais les OPA, je pense que c'est une... Hein bon, c'est une bonne thématique parce que on se rend compte que sur la rénovation énergétique, c'est aussi une problématique pour les collectivités, une problématique d'attractivité territoriale, parce qu'on a des patrimoines vieillissants, et il y a une augmentation de la vacance dans les centres-villes, et les collectivités peuvent être un petit peu désarmées dans les différents outils, au-delà de l'OPA. Alors, il semble que le groupe La Poste ait réfléchi à cela et même expérimenté quelques petites choses extrêmement intéressantes. Mohamed ? Oui, c'est pas évident comme transition, hein, parce que je ne vais pas vous parler de bois, et je vais vous parler de Vendée. Donc, vous voyez, c'est toute la beauté de cette table ronde. Voilà. Écoutez, merci tout d'abord de m'avoir invité à partager avec vous cette expérimentation, hein, qui est au stade d'expérimentation que le groupe La Poste mène avec le conseil départemental maintenant de Vendée. Il y avait peut-être une petite vidéo de lancement, ou pas? Petite vidéo, si. Très bien, ok, très bien. Vidéo. Qui parle des facteurs.
avant de rentrer et de partager avec vous l'expérimentation en cours, peut-être c'est une question qui peut se poser. Après tout, la Poste et la transition énergétique. Bon. Le sujet, c'est que pour notre propre compte, depuis déjà des années et des années, nous développons en interne, pour nos propres besoins et notre propre politique, des compétences. Par exemple, sur le recyclage, et que nous mettons maintenant à disposition des entreprises. Sur le recyclage, nous avons une prestation qui s'appelle Recygo. L'objectif, en fait, c'est lorsque le facteur va en entreprise, porter un courrier, il peut repartir avec des choses, dont notamment du papier recyclé, par exemple. Oh là, il reste encore un peu là. Voilà. Ok, je me calme. Voilà, juste sur l'écomobilité, parce que ça a été montré tout à l'heure. En fait, la Poste a 60 000 véhicules thermiques et 5 000 véhicules électriques. C'est la première flotte électrique du monde. Nous développons et expérimentons des véhicules à hydrogène, des vélos à hydrogène, enfin bref. L'écomobilité, c'est un sujet qui nous concerne, et d'ailleurs nous sommes aussi à l'initiative de création de filières. Par exemple, les vélos électriques sont partie de nos commandes. La rénovation énergétique de l'habitat, nous avons quelques millions de mètres carrés, 12 000 sites, oui. Du Mont-Saint-Michel de quelques mètres carrés à plusieurs milliers dans nos plateformes, des typologies constructives complètement différentes. Et donc, pour nos propres besoins avec notre foncière, nous avons développé, bien entendu, des compétences, parce que l'énergie, ça nous coûte un petit peu cher, comme à tout le monde, et donc nous regardons comment l'économiser également et comment valoriser notre patrimoine. Et c'est ce qui va nous occuper ensuite dans le cadre de l'expérimentation. Et puis nous avons aussi le management de l'énergie et du monitoring de nos services. En fait, la demande du département, c'est laquelle ? Ils ont développé, mais probablement comme votre département ou votre région, un plan, d'accord, sur 5 ans. Ce plan s'appelle Vendée Énergie Nouvelle, et dans lesquels il y a une part d'éolien, mais il y a aussi une part centrée sur la demande des particuliers. Et leur besoin était de dire, nous faisons de la communication, nous avons des dispositifs, enfin bref, on a un certain nombre d'actions déjà existantes, et nous voulons passer un palier, nous voulons massifier davantage et aller encore davantage de façon proactive vers les propriétaires vendéens. C'est leur demande. C'est comment aller vers des gens qui ne se lèvent pas tous les matins en se disant « je vais faire de la rénovation ». Donc aller au-devant. C'est vraiment une démarche proactive. Ça, c'est leur première demande. Et le demande est ensuite de construire un dispositif que je vais vous présenter ensuite, permettant justement de profiter de la présence postale, qu'elle soit des bureaux de poste ou des facteurs dont on a vu qu'ils avaient la possibilité d'accéder, et puisqu'ils passent tous les jours devant tous les foyers, et utiliser cette présence postale. L'expérimentation, donc dans un cadre juridique qui s'appelle l'accord cadre recherche et développement, nous avons sur 2 territoires, avec 2 typologies sociologiques différentes. Pour ceux qui connaissent la Vendée, Chaland et Fontenay, c'est pas les mêmes. Et nous allons voir, pendant à peu près 9 mois, 7500 propriétaires de maisons individuelles. Nous ne faisons pas de collectif. Là, l'objectif, c'est d'aller voir, j'allais dire, ce panel-là, plutôt des constructions d'avant les années 80. Ça, c'est le premier, donc sensibiliser. Le deuxième, c'est de créer un flux, j'allais dire qualifié, vers les services d'information et vers les professionnels. J'insiste sur ce deuxième item. L'objectif, c'est de faire travailler l'économie locale. La demande est là, c'est de travailler avec les artisans des territoires, autant que faire se peut, pour peu qu'ils soient RGE, etc., etc. Tout en respectant les contraintes qui nous sont imposées au nous, groupe La Poste, mais aussi au département de neutralité, puisque nous travaillons aussi avec les
intercommunalités, donc il fallait que les choses soient abordées de ce point de vue-là. Et bien sûr, stimuler l'activité. Alors, le dispositif, ma foi, il est plutôt simple, hein, vous l'avez devant les yeux. Sur la base, alors, d'abord, il a été co-construit, j'insiste là-dessus, avec nos propres techniciens, mais aussi avec le département, avec les deux intercommunalités, les élus et les services habitat des deux intercommunalités, avec la CAPEB, la FFB, l'ADIL, Solia, enfin c'est le nouveau terme aujourd'hui du Pacte Tarim, et l'espace Info-Énergie. Donc voilà, on a travaillé pendant bien 6-8 mois pour construire le dispositif et le rendre robuste. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est que sur un panel qui est bien identifié, que les élus connaissant leur territoire nous disent c'est là où il faut aller, et pas là, parce que c'est eux qui connaissent le mieux leur territoire. Et donc le facteur, dans le cadre de sa tournée, donc c'est le facteur habituel, va remettre un flyer, un document au propriétaire et lui expliquer quel est le plan Vendée Énergie et lui proposer, s'il le souhaite, un rendez-vous au cours duquel un postier qui sera spécifique, que nous avons formé, et qui va réaliser donc ce rendez-vous de sensibilisation. Alors on a appelé feuille de route énergétique, voilà, donc sur la base d'une tablette, il regarde avec les factures, il fait le tour de la maison, on ne fait pas de mesure, on ne fait pas d'audit thermique, on ne fait pas de DPE. L'objet, en fait, c'est de se servir de cette prestation comme objet de discussion pour sensibiliser et, le cas échéant, si la personne le souhaite, l'adresser soit vers le service habitat, soit vers il y a 2 OPA en cours sur chaque territoire, vers Solia, parce qu'il peut très bien être vers l'opérateur en question, ou vers les espaces Info-Énergie, où nous organisons aussi, avec le concours de la CAPEB et de la FFB, des permanences conjointes, une fois par mois, si certains souhaitent aller. Voilà le dispositif. Alors où on en est aujourd'hui, ça a démarré en juillet, bien entendu il y a eu une période estivale, on a arrêté 3 semaines, et aujourd'hui les chiffres sont au 14 novembre. Nous avons rencontré, quand je dis rencontré, c'est sensibiliser, c'est-à-dire c'est le facteur qui a l'occasion vraiment de discuter avec les personnes. D'accord ? Nous en avons rencontré 1752 au 14 novembre, pour lesquels 351 rendez-vous ont été acceptés. C'est-à-dire que nous sommes sur un taux de 20%. Et initialement, le souhait du département considérait qu'à 10-15, c'était pas mal. Là, on est à 20, on va voir, on touche du bois. Mais l'idée, voilà. Le bois avance, oui, on a remarqué. Et en fait, ça montre la capacité d'influence et le facteur, on dit souvent, le facteur confiance de la Poste. Sur ces territoires-là, je ne veux pas extrapoler, mais sur ces territoires-là, oui, il y a une confiance qui est adressée à la Poste et il nous ouvre les portes. Voilà, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est d'arriver au bout, j'allais dire, au bout de cette expérimentation. Nous ne savons pas aujourd'hui combien cela a généré de contacts et de travaux in fine, mais c'est peut-être un peu tôt encore de le voir, mais ça fera partie de l'évaluation, de regarder concrètement, et on fera un tour, je pense, on ira voir les 7500, pour regarder qu'est-ce que ça leur a apporté, est-ce que ça a incité quelque chose. On fait aussi, on essaye, on leur met aussi une plaquette de l'ADEME concernant les éco-gestes, donc de la sensibilisation. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Parce que je ne vous cache pas que cette belle expérimentation, on en a entendu parler, je dirais, dans toute la France, avec des termes très très élogieux, et une saturation d'appels sur les espaces Info-Énergie et les points rénovation Info-Service. Et tout le monde a bien compris le capital confiance des postiers, ce qui pose la question d'avoir toute une chaîne qui permette de conserver la conscience.
Arnaud, en tant que délégué régional Calibat, donc qui qualifie et certifie les entreprises, les professionnels en sont où sur le territoire? Alors, tout d'abord, Calibat, c'est une association qui a pour le but, depuis 1949, c'est-à-dire après-guerre, et au moment de la reconstruction après-guerre, d'accompagner les donneurs d'ordre, et au départ, donneurs d'ordre publics, dans le cadre de leur procédure d'adjudication. Donc, il faut savoir que Calibat, c'est d'abord et historiquement une association qui fournit des listes d'entreprises selon des compétences. Aujourd'hui, il y a 450 qualifications différentes, c'est la technique du salami. 450 qualifications différentes à la disposition des donneurs d'ordre public pour les choisir les compétences spécifiques pour un marché donné. Donc ça, c'est le premier préalable. Alors après, avec le temps, les achats se sont professionnalisés, les acheteurs privés se sont professionnalisés. Aujourd'hui, on est sur un dispositif qui s'appelle RGE, reconnu garant de l'environnement, qui a vocation, pour le moment, dans le cadre de l'éco-conditionnalité des aides publiques, à avoir comme cible les clients particuliers. Mais il faut savoir qu'on embrasse aussi les publics d'acheteurs publics. Donc ça, c'était un préambule qui me paraissait important à faire. Alors, si on parle de Calibat en Normandie et du dispositif RGE, de la montée en compétences des entreprises vers l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, aujourd'hui en Normandie, basse et haute, on est à plus de 3000 entreprises. Sur la basse Normandie, on est à plus de 1600, sur des structures d'entreprise qui représentent une moyenne de 10 salariés, donc on est environ à 16-20 000 salariés aujourd'hui qui travaillent dans des entreprises RGE. Alors, ta transition, Pierre, c'était basée sur la confiance. C'est quoi la qualification? C'est justement un ensemble croisé d'éléments qui ont vocation à donner confiance, que d'ailleurs les acheteurs récupèrent pour la plupart au travers des candidatures des entreprises dans le cadre des appels d'offres, c'est-à-dire l'entreprise est à jour de ses cotisations sociales, l'entreprise est à jour de ses engagements fiscaux, l'entreprise est assurée pour les travaux sur lesquels elle est amenée à concourir, l'entreprise réalise en propre ses chantiers, elle ne peut pas faire plus de 30% sous-traitance, l'entreprise ne fait pas trop appel à de l'intérim, elle est compétente spécifiquement sur le métier pour lequel elle est qualifiée, donc elle a des ressources humaines, de l'encadrement, etc. Donc les éléments de confiance, c'est deux choses, c'est l'entreprise est viable, elle est fiable, elle est solide financièrement, donc ça on va le vérifier, c'est-à-dire que quand on va contractualiser qu'une entreprise Calibat, on va avoir la quasi-certitude, très clairement, qu'elle ne va pas vous planter en plein milieu du chantier. Et deuxièmement, c'est aussi l'assurance qu'elle est vraiment compétente dans le domaine pour lequel nous lui avons délivré un certificat. Exemple, on n'est pas Calibat, on est Calibat en plomberie, on est Calibat en maçonnerie, on est Calibat en menuiserie. J'ai même tendance à dire on est Calibat en plomberie sanitaire et on est Calibat en distribution de fluides spéciaux en hôpitaux. D'accord. Voilà. Donc c'est très, très, très spécifique, ça vous permet d'aller cibler vraiment des entreprises sur des corps de métier et des phases de travaux très spécifiques. Bien. Aujourd'hui, on a le sujet de l'efficacité énergétique, donc on a le RGE. RGE, c'est des entreprises qualifiées pour lesquelles, dans l'entreprise, il y a des gens qui sont formés spécifiquement aux économies d'énergie, qui sont capables d'aller faire de la prescription client, d'assurer des engagements de service liés à l'efficacité énergétique. C'est simplement ça, hein. Donc RGE, c'est une grosse boule de qualification avec un coulis de formation, mais sinon c'est ça, c'est vraiment d'abord de la compétence et de la fiabilité d'entreprise. C'est pas un nouveau label, c'est pas une surqualification, c'est une façon de dire, quand vous avez des clients en face de vous, sur lesquels vous avez du Qualifelec, du Quali-ENR, du Qualibat, du Qualitruc, du Quali-Climat, machin, c'est pas facile pour un client de choisir. Alors que si vous mettez un référentiel commun en disant, ben voilà, tous ces gens-là répondent à un référentiel minimal qui est RGE, c'est plus facile pour le client. Hein, on a une clé de lecture client qui est beaucoup plus simple, mais ce qu'il faut savoir au fond du fond, que derrière, dans la boîte noire, c'est des organismes de qualification qui, comme nous, depuis plus de 60 ans, reconnaissons les entreprises, les compétences des entreprises. On a donc aujourd'hui le potentiel pour s'appuyer sur les entreprises RGE, dans le cadre de tous les appels d'offres, qu'ils soient publics ou privés. Il y a encore un an,
il y a encore un an, je ne vous aurais pas tenu le même discours, c'est évident. On avait trop peu d'entreprises qui avaient fait reconnaître ces compétences spécifiques. Donc ça aurait été des bouchons dans sur des marchés, ça aurait été de l'infructuosité sur des marchés publics, donc ce n'était pas gérable. Aujourd'hui, il est tout à fait possible de s'appuyer et d'exiger du RGE dans tous les marchés, fussent-ils publics. C'est vraiment bien important de le noter, d'autant que vous avez une circulaire ministérielle qui date de juillet 2013 qui incite les collectivités territoriales à s'appuyer sur des entreprises RGE dans le cadre de leurs appels d'offres liés à l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments publics. Donc aujourd'hui, vous avez les outils pour exiger des entreprises RGE. N'oubliez pas, et ça je sais quelle est l'insécurité juridique qui entoure le travail des acheteurs publics, mais n'oubliez pas que vous avez encore aujourd'hui dans le Code des marchés publics, je sais qu'il y a une consultation actuellement pour modifier le Code des marchés publics, mais actuellement vous avez encore l'article 45.1, 45.2. Article 45.1, c'est des travaux courants, il n'y a pas à exiger des qualifications pour accéder à l'appel d'offres. On peut exiger des simples références équivalentes, etc. Très bien, puisqu'il faut que tout le monde puisse rentrer dans les marchés. Et article 45.2, quand les travaux le justifient, soit par leur exceptionnalité, soit par leur technicité, soit par leur spécificité, l'acheteur public peut préciser dans le cadre de son appel d'offres qu'il peut exiger une qualification délivrée par un organisme tiers indépendant. D'accord. Autrement dit, dans le bâtiment, c'est Calibat, puisqu'on est monopolistique de ce point de vue-là. Ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je voulais vous dire aussi, il me paraît important, quand on parle d'éco-construction, moi ça me résonne dans ma tête, tu as essayé de donner plusieurs définitions, comme quoi c'est évolutif, etc. Mais moi, dans ma tête, ça me résonne toujours sur le durable. Pour moi, l'éco-construction, c'est plutôt qu'est-ce que je fais pour que ça dure et que ça soit efficace longtemps. J'ai travaillé alors dans une autre vie, quand j'étais qualifié avec la SNCF, et il y a une dizaine d'années, travailler sur, alors ils sont, c'est une EPIC, alors c'est pas vraiment des acheteurs publics comme ceux que on peut se avoir en face de nous aujourd'hui, mais dans l'idée, c'était de travailler sur la notion de coût global. C'est-à-dire, je fais ma gare, je crée mon bâtiment de gare, mais quand je fais mon appel d'offres, je fais calculer le coût sur les 40 années à venir. Non seulement le prix de la construction, mais le prix de la maintenance et de l'exploitation de ce bâtiment. Et là où on est souvent embêté, les entreprises sont embêtées, c'est que l'acheteur n'est pas celui qui exploite et qui maintient. Donc on va avoir des problèmes, comme tu pouvais citer, d'offres anormalement basses, voire de ce qu'on pourrait appeler de moins 10 ans. Donc nous, bien évidemment, on dit exiger des compétences, et dans vos critères de pondération, mettez en œuvre cette technicité avec une pondération qui fasse que le prix ne soit pas la seule variable de choix. Donc pour moi, ça me paraît vraiment un aspect, et puis il y a aussi un aspect qui a été énoncé par la CAPEB, et je crois qui est très important, c'est qu'on a un tissu, notamment en Normandie, de très petites entreprises. Elles arrivent aujourd'hui à monter des GIE, des groupements artisanaux, des groupements d'entreprises, etc., pour pouvoir se mettre au même niveau que les grosses entreprises, mais à lotisser vos appels d'offres, allez chercher les compétences, mais faites en sorte que les petites structures puissent répondre à vos appels d'offres. C'est une catastrophe que des petites structures aujourd'hui soient parfois appelées à répondre à des marchés qui correspondent au tiers de leur chiffre d'affaires annuel. Ça ne marche pas. Et ça les met trop en danger juridique. Donc voilà, donc c'est un peu un appel au peuple en disant allotissez, faites en sorte que ça puisse accéder, les petites structures puissent accéder, exigez de la compétence et ne considérez pas que le prix de construction neuve n'est que la seule variable. Pensez durable dans le temps avec la maintenance et l'exploitation du site. C'est une donnée hyper importante. Oui, je dirais même, là je te rejoins, c'est une donnée qui est stratégique, parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que notamment sur la construction neuve, il y a eu beaucoup d'innovations, beaucoup de choses. On est en train de construire de véritables Formule 1, et on a été confronté ces quelques dernières années à de très très beaux projets qui étaient faisables, mais le maître d'ouvrage, la collectivité, quelle qu'elle soit, ne pouvait pas se permettre d'avoir ces bâtiments dans leur parc, du fait justement des coûts de maintenance et des coûts de gestion. Alors Pascal, on a entendu parler du RGE, tu es RGE, mais pas uniquement, parce que visiblement, il y a une collectivité normande qui a bougé. Peux-tu nous en parler ?
Donc la Basse-Normandie est une collectivité qui a une vraie vision, puisqu'elle a édicté un principe expérimental, le principe HSD, pour de la rénovation énergétique BBC sur des bâtiments anciens, avec un programme ambitieux d'une dotation de 4 millions d'euros pour rénover 400 projets de maisons individuelles, donc en gros avec une subvention de 10 000 euros sur chaque réalisation. Donc elle a organisé les choses, puisqu'on n'obtient pas des résultats sans organiser les choses. Donc elle a fait un audit pour valider des entreprises avec un bureau d'études thermiques pour d'abord concevoir un audit, donc constater l'état de la maison, concevoir une étude thermique avec 3 scénarios pour pouvoir aller à terme au BBC, donc bâtiments basse consommation. Ça veut dire que c'est des bâtiments qui vont être avec 50% de gains d'économie d'énergie sur la réglementation RT en cours, rénovation, et avec aussi par palier des tests d'étanchéité à l'air qui permettent de mesurer les fuites de la maison, les migrations de vapeur d'eau, pour justement ne pas dégrader le bien, lui garder son côté pérenne et amener du confort, puisqu'on arrive à abaisser le taux d'hygrométrie dans la maison du fait d'éliminer les fuites. Donc là, on amène du confort, et par voie de conséquence, on amène de la performance. Donc on parlait tout à l'heure d'un tissu local avec des toutes petites entreprises. L'intérêt de ce principe-là, c'est que c'est soit des groupements, soit, comment dirais-je, un meneur global, mais dans la plupart du temps, c'est des petites entreprises locales qui interviennent sur le chantier et qui réalisent le chantier. Donc là, on a un cas spécifique à Argentan où on a sauvé, comment dirais-je, du patrimoine. Donc c'était une résidence qui était prête à battu, puisqu'elle n'était pas habitée depuis 10 ans. Elle était pourrie d'humidité, la couverture était dégradée, les fenêtres pissaient l'eau, les sols étaient complètement imbibés d'eau et étaient même alimentés par le puits. Donc on a défoncé tous les sols, on a drainé l'extérieur et l'intérieur, on a changé toutes les menuiseries. Tout ça pour dire qu'on est arrivé sur cette maison-là avec les mêmes performances qu'une construction neuve sous la réglementation RT 2012, aussi bien en performance d'isolation qu'en performance d'étanchéité à l'air, contrôlée. Et en plus, puisque on peut faire un petit bilan financier sur cette réalisation, le jeune couple qui a acheté cette maison l'a acheté 92 000 euros avec le terrain, 3 000 m² de terrain. Il y a eu 130 000 euros de travaux de fait. Il y a eu 25 000 euros d'aide de l'ANA, 10 000 de subventions de la région et 5 000 de crédit d'impôt. Ils arrivent avec un budget final de 182 000 euros pour 187 m² habitables. Alors, quand on entend souvent dire la rénovation énergétique globale BBC, c'est une utopie, ça coûte trop cher, c'est infaisable, on sort une résidence, enfin une maison à 1 000 euros du mètre carré, qu'on a complètement redistribué en intérieur, on a remis une fenêtre en plein sud pour donner de la lumière, on a sauvé la maison, on lui a gardé une pérennité puisqu'on l'a testé, et les gens habitent dans une maison qui a un taux d'hygrométrie entre 50 et 55% d'humidité. Ils ont chauffé cette maison-là avec 500 euros de chauffage l'hiver dernier. C'est vrai, on n'a pas des hivers très rudes, mais on a quand même une maison qui est performante. C'est vraiment l'idée. Et donc là, c'est un exemple réussi. Il y a eu combien de réalisations sur le territoire ? Alors sur le territoire, évidemment, a fallu se former, puisque beaucoup de détracteurs nous attendaient au virage en disant qu'on était dans la capacité de pouvoir réaliser ce type de travaux. Donc on s'est regroupés, on a travaillé de concert, aussi bien les gens de la CAPEB que les gens de la Fédération du bâtiment, puisqu'on s'est regroupés au sein d'Arsène, justement pour pouvoir se former et puis aller de l'avant. On a réalisé actuellement une centaine de rénovations globales qui respectent à 98% les préconisations d'études thermiques. Et on a toujours des valeurs d'étanchéité à l'air qui sont plus performantes que ce qu'on a mis dans le process de départ. Le but maintenant pour nous, c'est d'arriver à la même valeur que les maisons neuves. Donc on fait une maison neuve avec un habitat ancien. Donc actuellement, il y a une centaine de réalisations de faites. Alors évidemment, il y a toujours des gens qui penseront qu'on n'en a pas fait 400. Mais les 100 qui ont été faites sont très performantes. Donc tout ça pour dire qu'on a acquis de la compétence en local, sur des petites entreprises,
Et on est tout à fait en capacité de pouvoir transposer ça sur des bâtiments publics ou de collectivités, puisque c'est juste une notion d'échelle après, puisque ce savoir-faire est acquis. D'accord, merci. Oui, Arnaud? Je sais que c'est pas au programme. Ça y est, casse le programme. Ce que dit Pascal, juste une seconde, on parle d'atteinte de performance au même titre que la construction neuve. Mais là, pour le coup, il y a une donnée qui n'a pas été énoncée cet après-midi, c'est l'énergie grise. Refaire dans de la rénovation, vous avez un coef de 1 à 3 sur le nombre d'années en retour sur investissement, enfin en retour sur l'énergie économisée. C'est juste impressionnant de réussir à faire des choses comme ça en termes d'énergie grise pure. Oui. Alors maintenant, un grand témoin pour cette journée, pour cette table ronde. Donc Valérie Egloff, vice-présidente en charge du développement durable à l'ACODA. Donc l'ACODA qui quand même a pris en compte le développement durable il y a déjà quelques années et qui continue, qui est encore à l'avant-garde. Territoire énergie positive. Qui essaye, oui, effectivement. D'abord, merci de nous avoir invité l'ACODA à participer à cette journée et à permettre ainsi d'envisager la Grande Normandie dans tout son nouveau périmètre qui sera actuel dans quelques semaines. Alors effectivement, depuis 2010, la communauté d'agglomération du Havre, puisque la CODA, ça veut dire communauté d'agglomération havraise, ça représente 17 communes, dont le Havre et 240 000 habitants. Donc en 2010, notre communauté s'est interrogée donc juste dans la mise en place du plan énergie-climat-territoire, plan que nous avons intitulé PEPS, ça voulait déjà tout dire, oui, énergie partagée. Alors c'est vrai que quand on vient de la Normandie orientale vers la Normandie occidentale, en franchissant le pont de Normandie. C'est joliment dit, c'est voilà. Poétique. La première image qu'on a du Havre, et en particulier de l'estuaire de la Seine, est un territoire à forte identité industrielle, portuaire bien sûr, mais industrielle. Donc l'énergie, ça nous connaît. On la produit, on la transporte, on la distribue, on la consomme aussi. Donc effectivement, pour notre territoire, c'était une évidence que cette problématique énergétique était fondamentale. Parce qu'en même temps, elle est aussi à l'origine de milliers d'emplois sur notre territoire, et ça, on y tient aussi. Donc, dans le cadre de ce plan énergie-climat, parmi les 6 axes qui ont été retenus, effectivement, la construction et la réhabilitation, j'en parlerai aussi à la fin, est un des axes principaux, avec bien sûr le déplacement, puisque les compétences de l'agglomération sont aussi sur le transport, sur produire et consommer, sur acheminer les marchandises. Et puis aussi, la CODA se veut acteur public exemplaire déjà dans la gestion de son propre patrimoine, que ce soit au niveau de la communauté, mais aussi des villes. Et là-dessus, évidemment, Le Havre aussi avait déjà bien avancé avec son agenda 21. Et effectivement, fin d'année dernière, fin 2014, nous avons aussi candidaté à l'appel à projet Territoire à énergie positive pour une croissance verte, qui nous a permis d'être retenus parmi les 500 territoires candidats. Et donc de permettre encore plus de développer notre plan énergie-climat sur 3 axes en particulier, que je ne vais pas forcément tout développer, mais là aussi la rénovation énergétique et l'éclairage public. Nous sommes aussi dans une grande refonte de l'éclairage public en réfléchissant aussi aux éclairages à la fois les plus économes, mais tout en maintenant quand même une sécurité pour les habitants et des éclairages qui sont modulables en fonction de la fréquence de la population. Et puis tout ce qui est mobilité, alors il y a un peu plus de 3 ans maintenant, enfin fin 2012, on a inauguré 2 lignes de tramway. On réfléchit aujourd'hui plutôt à un transport aérien, enfin, on parle de téléphérique, hein, c'est pas une surprise, un secret, donc il y a une étude en cours préopérationnelle. Et puis les bus électriques, là aussi, il y a une réflexion autour des bus électriques, et aussi la mise en place du plan vélo. Et puis enfin tout ce qui tourne autour de l'économie circulaire. Alors d'ailleurs, pas plus tard que le week-end qui s'annonce, je vous invite à venir assister au premier salon du recyclage et de toute la réutilisation de déchets ou pas de déchets, de produits qu'on n'utilise plus dans leur vocation primaire, mais qui peuvent être l'objet d'utilisation par des artistes, par tout ce qui tourne autour de l'économie solidaire. Donc ça sera à partir de vendredi au Fort de Tourneville. Et puis il y a une réflexion aussi qui peut paraître peut-être bizarre sur notre territoire, comme je disais, fortement industriel,
une réflexion aussi sur l'alimentation de proximité et la volonté de maintenir une activité maraîchère, avec là aussi une couveuse d'activité maraîchère qui se met en place, parce qu'on a aussi besoin de penser à l'autosuffisance aussi en matière alimentaire pour nos habitants. Et puis tout ce qui est aussi un projet là qui va de plus en plus prendre forme, mais là on ne se rend pas innovant, parce que je pense que vous avez dû voir aussi comme moi il y a quelques jours un reportage sur ce qui se fait à Dunkerque avec la récupération d'énergie d'Arcelor. Et là en l'occurrence on réfléchit aussi sur le territoire industriel du Havre à récupérer la chaleur produite par ces industries pour chauffer des réseaux urbains. Peut-être même jusqu'à l'hôpital qui n'est pas très loin, au niveau du centre du Havre, de la Brec. Alors, tout ça pour dire qu'effectivement, la réponse de la CODA en matière de transition énergétique correspond à nos singularités. Le Havre aussi est une ville d'architectes, par le passé et toujours par l'actualité. Donc on souhaite aussi préserver ce patrimoine exceptionnel, mais tout en l'adaptant donc à cette problématique énergétique. La transition, évidemment, qui passe par notre territoire industriel-portuaire, et la CODA, pour ça, se veut un peu le chef d'orchestre de tous les acteurs présents sur le territoire, en sachant que le groupe, le Grand Port Maritime, même Aropa aujourd'hui, est un des partenaires de cette réflexion, et puis toutes les entreprises, les industries présentes. Et puis la volonté donc d'être une métropole internationale, mais tout en gardant aussi un arrière-pays et garder aussi cette image d'agriculture de proximité. Alors, je ne vais pas reparler d'éco-construction, parce que ça a été évoqué, puis je ne suis pas une spécialiste, j'ai juste appris quelques mots comme les matériaux biosourcés, ça fait très bien dans les dîners en ville, mais voilà, pour ce qui est en tout cas des projets portés par la CODA, comme beaucoup d'agglomérations, on a la volonté aussi d'avoir en permanence une possibilité d'accueil d'activités tertiaires, et donc d'avoir ce qu'on appelle des espaces de bureaux en blanc, permettant à des entreprises de plus ou moins grande taille de s'installer. Et donc, étant maître d'œuvre sur ces projets, nous avons un projet sur la partie haute de la ville, ce qui est proche aussi de l'écoquartier, puisqu'il y a quelques années déjà, le Havre a mis en place un écoquartier sur la sortie nord du Havre quand on va vers l'aéroport d'Octeville. Donc ce projet global représente 7200 mètres carrés de bureaux. Une première tranche vient d'être déjà livrée de 2400 mètres carrés, et cette première tranche a permis justement de mettre en place tout ce qui est le top, je ne sais pas, mais en tout cas aujourd'hui assez performant en matière justement d'éco-construction, puisque c'est le premier bâtiment tertiaire neuf qui a pu recevoir le label justement bâtiment biosourcé de niveau 3 en France. Encore, on est très fiers, on est encore innovants, voilà. Mais ce label récompense donc des projets intégrant une part significative de matériaux biosourcés d'origine végétale ou animale. Et ce nouveau label donc valorise toutes les démarches volontaires des maîtres d'ouvrage qui intègrent donc ces biomatériaux et permet de développer notamment toutes les filières économiques locales, là aussi, de production. Donc ces bureaux en blanc donc, ont permis aussi de travailler avec l'université, avec des chercheurs, autour de l'utilisation de principes un peu particuliers pour le ruissellement des eaux sur les parkings. Alors là aussi je vais relire mes notes, parce qu'il s'agit donc de la mise en place de géotextiles à base de lin. En même temps, c'est normal, en Normandie, on est producteur de lin, permettant le traitement et le filtrage des eaux et les ruissellements sur le parking. Donc tout ça pour dire qu'en fait, tous ces projets-là permettent aussi de fédérer d'autres personnes avec qui on n'aurait peut-être pas forcément travaillé, mais que peuvent être les laboratoires de recherche, les universités, puisque tout ce qui est innovant est appelé à être étudié avant de passer à une échelle plus importante. Voilà. Et puis, concernant donc là aussi les autres projets de la CODA, donc je vous le disais, la construction c'est bien, et il en faut, mais il y a aussi tout ce qui concerne la rénovation énergétique. Alors, ça fait plusieurs années qu'en partenariat avec l'ADEME, nous sommes nous orchestrons l'espace Info Énergie sur l'ensemble de l'agglomération, d'ailleurs qu'on partage aussi avec la communauté de Saint-Romain. Et tous les ans, on participe à la fête de l'énergie. Et moi j'ai l'habitude d'être assez souvent sur le terrain, de rencontrer les habitants, mais de rencontrer par mes mandats aussi, j'étais en charge de l'action sociale sur le précédent mandat, oui. Et des personnes âgées, je vais vous expliquer pourquoi je parle de ça, mais on s'aperçoit qu'effectivement beaucoup de gens ont du mal à passer à l'acte, Tout le monde aujourd'hui entend parler rénovation énergétique, il faut que je isole mon bâtiment, mon logement, ça commence par je vais changer mes fenêtres, je vais améliorer ma toiture ou autre, mais entre le moment où on a l'idée et le moment où on passe à l'acte, et je pense que c'est pas les entreprises qui vont me dire le contraire, il se passe plusieurs mois, voire plusieurs années,
années. Et on a vraiment besoin d'accompagner les habitants. Parce que d'abord, c'est vrai, quand on regarde sa facture d'énergie, c'est toujours trop cher. Mais quand on regarde le devis des travaux, c'est un peu cher aussi. Voilà. Donc, et selon l'âge aussi que l'on a, on a plus ou moins de facilité à se projeter en disant si je récupère l'investissement dans 15 ans, quand j'en ai 70, c'est peut-être moins intéressant que quand j'en ai 40. Quoi. Donc ça aussi, c'est vraiment notre rôle, nous, en tant que collectivité, d'accompagner les habitants, de montrer, alors justement pour en venir à la fête de l'énergie, tous les ans, on a l'habitude maintenant, grâce aussi à la participation de la population, d'aller faire visiter une maison, un logement qui a fait ses travaux dans l'année en cours ou 2 ans, et qui permet justement d'avoir leur témoignage. Ils expliquent à ceux qui viennent visiter comment ils ont fait, les difficultés, les aides. Alors, ça peut être aussi après les aides financières, mais là aussi, la loi finance changeant tous les ans, c'est un peu compliqué aussi de s'y retrouver. Les prêts qu'on a le droit une année, on n'y a plus le droit l'année d'après. Donc, on a vraiment besoin d'être là pour accompagner la population. Et notre rôle est là parce que construire, il faut continuer, mais c'est surtout massifier sur la rénovation énergétique. Et alors, je termine ma boucle justement sur le sujet des personnes âgées, puisque c'est un sujet sur lequel je travaille aussi, puisque je suis aussi en charge de la santé à la CODA. Et on a une volonté aujourd'hui, et la loi aussi d'adaptation de la société au vieillissement va le mettre en avant, c'est que la plupart d'entre nous, on a envie de vieillir chez nous. Mais qui dit un chez-soi sécurisé, un chez-soi confortable, un chez-soi adapté. Et je pense que là aussi, il y a des travaux qui vont se financer, qui vont être aidés à financer pour améliorer le maintien dans leur logement des personnes vieillissantes. Pourquoi pas essayer d'associer ces deux sujets, parce que là aussi, un logement mieux isolé, on est plus en confort, la personne s'y sent mieux et a envie d'y rester. Et je me dis qu'il y a peut-être là deux stratégies qui peuvent peut-être se regrouper pour être plus efficaces. Et ça fait partie justement des rôles des élus d'aller porter cette idée auprès de la population et puis auprès des décideurs, des législateurs. D'accord, merci. On voit que notre Normandie va être très belle et très à la pointe, j'ai le sentiment, sur toutes ces thématiques. C'est aussi votre... En tout cas, c'est une région aussi qui a un fort potentiel justement énergétique. On a une façade maritime, on a vraiment des atouts. On parlait d'énergie nouvelle, éolienne et autres, hydrolienne aussi. Enfin, on a des atouts pour que notre région justement soit dans le peloton de tête des régions de France et européennes sur ces sujets-là. Donc effectivement, c'est tout l'enjeu de cette construction d'une nouvelle région qui est plutôt un défi positif, pour dire le mot. Oui, merci. Grand merci aux intervenants. Je pense que vous devez avoir des questions. Je vois Grégory qui se gratte la barbe, donc je suis sûr qu'il a des questions sur les performances. Quelqu'un a des questions? Il en a vraiment une, je le sais, je le sens. Oui, merci beaucoup Pierre. C'est une question pour le groupe La Poste. En vous écoutant, je me suis posé 3 questions, mais qui finalement sont assez liées. La première, quel est l'intérêt pour le groupe La Poste de mener cette démarche? Il y a un intérêt général évident, mais pour le groupe La Poste, dans la stratégie qui est quand même la vôtre, d'une entreprise publique, mais qui a aussi une stratégie, et quel est l'intérêt de cette opération et de ce projet, qui a vocation, j'imagine, à être développé? En tout cas, si ça fonctionne, et ça a l'air de fonctionner. Et est-ce que vous avez eu des difficultés dans la formation des personnels? Parce que j'imagine que dans les équipes, quelqu'un qui s'engage pour être facteur, quand on lui dit maintenant vous allez devenir un spécialiste de la performance énergétique des bâtiments, comme ça, c'est pas très intuitif. Et j'avais eu la chance, il y a quelques années, d'avoir une présentation de ce projet par votre président. Et j'avoue que je l'avais un peu regardé avec des yeux ronds en me demandant ce qu'il me racontait, et je me demandais même si je comprenais en fait ce qu'il me racontait. Oui. Alors, donc s'il y a quelques années, le président vous a entretenu du sujet, il n'a pas changé d'avis. La transition énergétique, sous toutes ses formes, et chaque fois là où on peut être utile, bien entendu, est un axe stratégique, c'est un axe de développement clair. Voilà, donc c'est une... dans le rôle qui est le nôtre, dans le rôle d'intermédiation qui est le nôtre, qui est possible, ça c'est l'intention. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, et vous le savez, le groupe La Poste est en transformation, le courrier est en transformation, la Vendée, avec cette expérience, souhaite conserver
un tissu postal, c'est une intention politique. Ok. Je le dis pour le... Donc, la question est de voir comment nous pouvons être contributeurs à l'économie locale, à l'économie. Sur le vieillissement, je vous entendais, madame, mais pour nous, c'est un sujet connexe que nous allons adresser aussi, puisque voilà, nous voulons être un acteur des proximités sous quelques formes numériques, mais également physiques. Et ce matin, en écoutant, et je répondrai ensuite à votre question sur le postier, de mon point de vue, de notre point de vue, on peut avoir tous les objets technologiques divers et variés, toutes les compétences et toutes les puissances que l'on veut, sauf qu'à un moment, il faut aller voir les personnes en face pour parler avec elles un langage qu'elles comprennent. Bon, voilà, ça c'est le... Je vous rassure, les facteurs et les postiers ne deviennent pas thermiciens. Ce n'est pas l'intention. Il y a des professions qui existent. Il y a des... Voilà, d'ailleurs, nous travaillons avec ces professions-là, aussi, pour nos propres besoins, mais aussi dans le cadre de cette expérimentation. C'est une formation, pour tout dire, qui est de 3 à 4 jours, formée par des thermiciens, et l'objectif, c'est d'avoir un vernis suffisant, mais surtout de ne pas... En fait, quelle est la ligne que nous ne voulons pas franchir? C'est la ligne des préconisations. Vous faites ceci ou vous faites cela. Ça, c'est à dire d'experts. Ça, c'est la première ligne que nous ne franchissons pas. La deuxième ligne que nous ne franchissons pas, c'est de demander les revenus, qui est dans notre système l'un des garde-triage en fonction des revenus que vous avez. Là, nous arrêtons là et nous envoyons vers les services d'information. Et Dieu sait qu'en regardant, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, donc autant laisser faire les spécialistes, les professionnels. Notre intention est vraiment de créer... on parle de 500 000 rénovations, l'État, j'entendais ce matin, 300 000. Peut-on aider à faire ces 200 000 supplémentaires? Voilà quelle est. Est-ce que ce dispositif-là est pertinent pour le faire? L'expérimentation nous le dira. C'est trop tôt pour l'instant. Tout ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a un accueil plutôt favorable des Vendéens. Les limites, pour le dire un peu clairement aussi, c'est que nous n'adressons pas l'habitat vertical. Or, c'est quand même un sujet. Et nous n'adressons pas non plus les centres urbains, très urbanisés, dans lesquels le facteur n'est pas si connu que ça. Voyez-vous, donc on a encore du chemin que nous voulons poursuivre avec vous, mais on voit que la marche est longue, mais nous irons, et le président, clairement, c'est un axe stratégique, donc je vous le confirme. Voilà. Je me rends compte dans la salle qu'il y a un certain Yann. Yann, une question? Si, t'en as une, je suis sûr. Oui, une question au fond de la salle. Attendez, avec le micro, ça sera beaucoup mieux. Merci. Je trouve que ce que vous faites à partir de la Poste est effectivement admirable, mais je me pose néanmoins certaines questions. Bien sûr, vous créez du lien de cette façon, mais comment faites-vous pour que ça soit rentable? Parce que moi, je constate qu'autour de chez moi, les postiers, enfin non, les facteurs sont de plus en plus stressés parce qu'ils ont de plus en plus de travail à effectuer. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a moins de facteurs qui interviennent sur le terrain. Alors, on fait comment et avec quels moyens? C'est une équation que nous essayons de résoudre, pas toujours évidente, entre la baisse de trafic qui est constatée, la nécessaire organisation, l'évolution des populations. Vous savez que la France bouge. Il y a des déplacements de population, 12% de la population déménage chaque année, donc il y a des nécessaires organisations, réorganisations. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, peut-être me suis-je mal exprimé, mais le facteur
dans la première action, il le fait dans le cadre de sa tournée, ce qu'on appelle la remise commentée, et en moyenne, ça dure entre 5 et 6 minutes. D'accord. Le rendez-vous lui-même à domicile est fait par quelqu'un d'autre dans des prestations dédiées, parce que c'est souvent le soir, c'est pas le matin, etc. Donc, peut-être, donc il y a le facteur qui réalise cette prestation, j'allais dire, de communication, d'information, voire de prise de rendez-vous, et puis il y a quelqu'un d'autre qui vient, mais lui qui vient pendant 1 heure, donc c'est pas le cas dans le cadre de sa tournée. Maintenant, pour répondre à votre question sur le stress, je ne sais pas répondre comme ça. C'est un point de vigilance que nous avons, bien entendu. Mais très clairement, je veux dire, soit on arrive à changer soit on arrive à trouver de l'activité, soit ça sera très difficile. Voilà, c'est un sujet. Je voudrais aussi poser... Pardon, excusez-moi. Merci, monsieur. Je voulais aussi poser une autre question à la filière écobois. Madame, nous avons été en contact avec vous tout à l'heure. Je voulais savoir si, parce qu'effectivement, le bois dans la construction prend une place de plus en plus importante, mais quel avenir pour nos forêts? Parce qu'à force d'utiliser beaucoup de bois, voilà quoi, que vont devenir ces forêts qui sont le poumon de la planète. Voilà. Alors déjà, tout dépend du bois qu'on utilise, justement. En Europe, il n'y a pas de déforestation, la forêt elle est en croissance et on exploite... je sais pas, beaucoup moins que ce qui pousse en fait. Et en France, concrètement, on exploite seulement 60% de l'accroissement annuel des forêts. Donc on n'exploite même pas la totalité de l'accroissement qui pousse chaque année. Donc le souci ne se pose pas sur l'avenir des forêts. La forêt, elle est gérée durablement et elle sera encore là dans de nombreuses années. Je peux apporter un complément puisque je suis constructeur de maisons bois aussi. Si vous voulez, on peut compter quand c'est des bois qui sont PEFC, donc c'est une forêt qui est gérée durablement, de la plantation à l'abattage. Quand on utilise ces bois dans une construction bois, le bois va tenir à peu près une centaine d'années. On aura le temps de faire pousser 3 forêts sur le même emplacement. Donc c'est ce qu'on appelle de la culture. Et à ce titre-là, on peut compter le gaz à effet de serre, qui est le carbone qui est bloqué dans le bois, de façon négative, puisqu'on aura eu le temps d'en produire 3 autres. Donc on n'a pas un problème de place ou de désertification, puisque dès l'instant que ce sont des bois de culture, on les coupe et on replante aussitôt. Donc ça veut dire que dans les marchés publics, il faut demander le PEFC, c'est bien ça? Du PEFC, oui. Pour que la forêt soit gardée. D'accord. Je vois qu'on commence à me faire les gros yeux parce qu'au niveau du temps, on a légèrement dérapé, mais on avait une table ronde. Non, bon. Une dernière question? C'est le dernier moment, dernier appel? Non, écoutez, grand merci. Je pense qu'on peut applaudir nos intervenants. Je vous garde 2 petites minutes. Merci à vous tous. Effectivement, il est dommage qu'il n'y ait pas eu plus de monde parce que, de par la qualité de vos interventions respectives, c'était très intéressant de vous écouter. Avant de vous quitter, je vais peut-être inviter le président, Grégory Berkovitch, pour un petit mot de clôture. En tout cas, de belles tables rondes aujourd'hui. Effectivement, il est dommage que le public n'ait pas été plus nombreux. Oui, merci Nathalie. Merci Pierre. Et merci surtout, évidemment, aux personnes qui sont venues aujourd'hui et à nos intervenants. Au-delà de ma casquette de président de Caen Expo Congrès et d'élu de la ville de Caen, ce sont des sujets que je connais plutôt pas trop mal. Et j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Et je vous en remercie, à la fois en tant que citoyen, parce que je pense qu'on est tous concernés et que c'est, à mes yeux en tout cas, plus important encore de parler concrètement, comme l'ont fait les différents intervenants sur ces 4 tables rondes, de ce qu'est finalement l'avenir de nos usages en matière de bâtiments, de transport, de villes, de vie, que de
finalement annuellement se rencontrer dans une conférence pour le climat qui est tout aussi nécessaire, mais qui ne portera ses fruits que s'il y a concrètement sur le terrain une mobilisation des acteurs de proximité. Et ce serait peut-être le petit regret que l'élu de la ville de Caen et co-organisateur de cet événement aurait, et Nathalie m'a presque soufflé le mot tout à l'heure, elle est là. C'est pour première manifestation sous cette forme, puisque c'est la première année du Forum des décideurs territoriaux, un petit regret, c'est qu'effectivement j'aurais aimé que mes collègues élus, que les services des différentes collectivités territoriales de cette belle région Normandie se mobilisent un peu plus sur ces sujets. Et ce qu'on a observé aujourd'hui dans le public et sur la scène, c'est que finalement, pour l'instant, ne sont réellement mobilisés que les élus et les techniciens des collectivités territoriales qui ont déjà une action dans ces domaines. Et c'est un peu un regret parce qu'il y a encore de très nombreux territoires qui doivent aller plus loin dans leur démarche, qui doivent porter comme une politique, au bon sens du terme, le développement durable au sens le plus large. Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, que c'est un enjeu très fort. Alors c'est vrai qu'on est soumis, nous, dans les collectivités locales, à une actualité permanente, avec la loi NOTRe et la réorganisation des territoires, avec les drames que nous avons vécus et qui impactent forcément aussi la vie des collectivités, en particulier des élus de terrain. Mais au-delà de ça, il faut aussi qu'on ait une vision de long terme. Cette vision de long terme, c'est celle que vous avez portée lors de cette table ronde et dans les 3 précédentes. Et il faut qu'on arrive à se l'approprier et de considérer que la loi de transition énergétique, elle est aussi importante et peut-être au fond, alors là c'est à titre personnel que je vais m'exprimer, beaucoup plus importante que la loi NOTRe. Parce que la loi NOTRe et des lois d'organisation du territoire, il y en aura encore des dizaines et des dizaines. Et finalement, ce sera toujours le même territoire. Mais si on veut que ce territoire y vive bien, c'est plutôt les enjeux de transition énergétique, de développement durable, de construction durable qui devraient nous préoccuper au quotidien. C'est un message que je nous lance à nous élus, à nos services. En tout cas, merci, un très grand merci à toutes et à tous. Et puis, écoutez, j'espère qu'on pourra poursuivre ces débats, se retrouver l'année prochaine ici à Caen, dans une nouvelle Normandie, plus grande, orientale et occidentale, Valérie. Enfin, dit Pierre. Et voilà, je vous donne ce rendez-vous et d'ici là, il faut qu'on travaille tous pour sensibiliser davantage, finalement, bien sûr nos concitoyens, mais aussi les décideurs territoriaux. Merci beaucoup.